Bonsoir Bruno Clément, merci d'être avec nous. Bruno Clermont, pardon, vous êtes général de corps aérien, ancien pilote de chasse. Alors on vient de le voir, les forces russes seraient au port de Bakhmout. Quel serait l'impact militaire d'une telle prise? On rappelle qu'on est allé à 68 km de Donetsk. C'est une ville que visent les forces russes depuis l'été dernier, puisque c'est la prolongation de l'offensive qu'ils avaient réussi, offensive qui leur avait permis de gagner tout l'oblast de Lugansk, qui est la partie nord du Donbass. Donc ils visent cette ville qui est importante pour eux. Ils avaient ralenti les combats, mais apparemment ils continuent à progresser. Et c'est apparemment la seule zone dans laquelle ils progressent, mais c'est le Donbass, et c'est vraiment la zone qui les intéresse. Je pense que Kharkiv aujourd'hui ne les intéresse plus. En tout cas, ils n'ont plus les moyens d'être intéressés par Kharkiv. On vient d'entendre un soldat ukrainien qui dit l'avantage au niveau de l'artillerie est clairement du côté de la Russie. Est-ce que ça peut compliquer les choses dans la contre-offensive actuelle menée par l'armée ukrainienne? Il y a une différence entre les deux armées. Il y a vraiment une dissymétrie forte en ce qui concerne les personnels et les armements. Du côté des personnels, l'avantage il est très largement aux Ukrainiens, qui ont une armée qui, au fil des mois, a grossi, donc peut-être plusieurs centaines de milliers d'hommes, hein, donc une bonne centaine entraînés. Et quand un Ukrainien tombe au combat, il y a deux Ukrainiens pour prendre son fusil. Du côté russe, c'est l'inverse, ils ne sont pas assez nombreux, ils sont pas assez nombreux depuis le début. Quand il y a un soldat russe qui tombe, il n'y a personne pour prendre le fusil. Et par contre, en matière d'armement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la Russie s'appuie sur un armement considérable, qui était l'armement de la guerre froide. Donc ils utilisent des armements des années 70, des armements plus modernes, mais ils ont un nombre considérable d'armements, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens, qui reposent maintenant quasi totalement sur les livraisons d'armes que leur fournissent les Occidentaux. Alors on a parlé du front Est, on va maintenant descendre plus au sud, à l'intérieur de l'Ukraine. Général Bruno Clermont, les autorités d'occupation russe cet après-midi ont demandé à Moscou d'évacuer des civils de la région de Kherson. Et il y a quelques minutes, on apprend que la Russie va aider à l'organisation de cette évacuation. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle décision? La bataille, sans doute, hein, au-delà, après la bataille du Donbass, hein, qui est en train de se jouer, qui est importante parce que c'est vraiment une priorité pour Poutine. C'est la bataille de Kherson qui se prépare, la bataille de Kherson avec l'offensive des Ukrainiens qui arrivent par le nord, mais également par Mykolaïev, donc par l'est. Les ponts du Dniepr ont été coupés au sud de Kherson, donc il va y avoir un siège de Kherson. L'objectif des Ukrainiens, c'est de faire le siège de Kherson pour faire tomber cette ville et qui est le dernier verrou avant de se diriger vers la Crimée. Alors on l'a dit, hein, vous avez été pilote de chasse. On sait que depuis lundi, la Russie a repris ses frappes aériennes, pas seulement via des avions, mais via notamment des drones. On l'a dit, semble-t-il d'ailleurs en partant de Biélorussie. Rappelons aussi d'ailleurs que la Russie a désormais un commandant qui est, on va dire, de votre corps d'armée. Hein, c'est le chef de l'armée de l'air russe. Est-ce que Moscou peut gagner cette guerre par les airs? Alors d'abord, il n'est pas du tout de mon armée, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est un officier de l'armée de terre russe, un Ah pardon, fusilier de la garde, oui, oui, tout à fait, à qui on a confié le commandement de l'armée de l'air, donc je pense que ce n'est pas totalement c'est pas la même étranger. chose. Et ça avec du sourire à la performance de l'armée russe, qui n'est pas très bonne. En réalité, l'armée de l'air russe, la Russie a eu deux problèmes dès le départ de l'offensive, elle n'arrive pas à résoudre le problème. Un, pas assez d'hommes. Quels que soient ses objectifs, elle n'avait pas assez d'hommes. Et deuxièmement, elle a très mal utilisé son aviation. Et donc cette aviation, qui représentait à peu près 10 fois le poids de l'aviation ukrainienne, à la fois avec les chasseurs, les bombardiers, les moyens d'action, mais également toute la capacité à défendre, à détruire la défense solaire, n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de bataille aérienne qui continue à se dérouler, alors que les Russes auraient dû prendre l'avantage depuis longtemps. Donc effectivement, les bombardiers stratégiques tirent des missiles depuis la Russie. Ils n'ont même pas besoin de pénétrer en Ukraine. Ils les tirent depuis la Russie, ils les tirent depuis la Biélorussie. Et là, les Ukrainiens peuvent absolument rien faire, puisqu'ils n'ont pas le droit. Je pense que tout le monde l'a compris maintenant. On va peut-être en parler on va parler de Belgorod tout à l'heure. Ils n'ont pas le droit de frapper le territoire de la Alors Russie. justement, vous me tendez la perche, on va la voir cette image. La Russie accuse ce soir l'armée ukrainienne d'avoir mené une frappe dans cette ville que vous citez, Belgorod. On n'est pas loin de la frontière entre les deux pays. Un immeuble résidentiel a été touché. Vous, de toute façon, vous dites que Vladimir Poutine ne peut plus gagner cette guerre, mais il ne peut pas la perdre. Dans ce cas, la question qu'on se pose, c'est quelle forme va prendre ce conflit selon vous au fil des semaines, au fil des mois? Alors Belgorod, effectivement, c'est une ville qui est très proche, elle est à 50 km de Kharkiv, elle est une trentaine de kilomètres de la frontière, et ça a été, depuis le début de la guerre, un hub logistique. Hein. Les troupes de Russie, une grande partie arrivées par Belgorod, et ensuite été poussées soit sur Kiev, soit sur Kharkiv, ou sur le Donbass.
Donc les Ukrainiens ont été tentés dès le début de frapper Belgorod. Là, je ne sais pas si la frappe est de Belgorod, parce qu'il y a tellement d'intoxication dans cette guerre que c'est difficile à dire, mais ça, c'est en tout cas, logiquement, et c'est là où les Ukrainiens ont vraiment se battre avec une main dans le dos, ils ne peuvent pas aller frapper le territoire de la Russie. Or, les attaques, pour un grand nombre, viennent de Russie, en tout cas les attaques de missiles et les attaques aériennes. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans cette guerre? Écoutez, d'abord, les conflits, on les voit, le front n'est pas stabilisé, personne n'a réellement pris l'avantage sur personne. Les Russes sont évidemment en grande difficulté. Ils ont subi un affront terrible avec le recul qu'ils ont eu du côté de Kharkiv et même du côté de Kherson. L'hiver arrive, la mobilisation va peut-être porter ses fruits. L'armement, il y en a toujours beaucoup du côté russe. Il n'y en a pas tant que ça qui arrive du côté ukrainien. C'était intéressant l'officier qui était sur le front parce que lui, il ne voit pas arriver les canons d'artillerie et les munitions d'artillerie. En réalité, si on regarde les pièces d'artillerie qui ont été données par les Occidentaux, au total, c'est 200. Côté russe, ils ont toujours 2000. Donc la vraie question, ça va être les pièces, mais aussi les munitions. Comment est-ce qu'on a assez de munitions pour continuer la guerre? Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, d'avoir répondu à nos questions et merci pour votre éclairage.